Démolition immédiate. La voix de Claire Duval tranche l'air comme une lame de bulldozer. Elle brandit le document officiel, le frappe contre la paume de sa main gantée de cuir noir. Les lettres rouges, expulsion, saignent sur le papier. Aïcha, 8 ans, se tient debout devant elle, les pieds nus dans la poussière ocre du trottoir fissuré. Ses doigts serrent la bretelle d'un cartable élimé jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Elle ne recule pas. Claire avance d'un pas. Ses talons aiguilles claquent sur le bitume, chaque impact faisant vibrer les fenêtres branlantes des immeubles centenaires. Tu n'as plus de maison, petite. Elle désigne du menton la grue qui gronde déjà, ses chenilles écrasant les pavés disloqués. Aïcha lève le menton. Ses yeux, 2 billes d'obsidienne, fixent Claire sans ciller. Ma maison, c'est là où mon père respire. Sa voix, claire comme une cloche fêlée, transperce le vacarme des moteurs. Claire ricane. Le son jaillit, sec, métallique. Elle se penche, son parfum coûteux envahissant l'espace entre elles. Ton père, un infirme qui pourrit dans un fauteuil depuis 10 ans. Elle crache les mots, chacun cognant la poitrine d'Aïcha comme un poing. Le bulldozer avance. Sa pelle d'acier racle le mur du numéro 12, arrachant un pan de crépi qui s'effondre en pluie de plâtre. Aïcha tressaille, mais ses pieds d'armée restent mi-plantés. Elle serre plus fort la bretelle. Le tissu mord sa peau. « Tu vas où, maintenant ?» Claire plante son regard dans celui de l'enfant. « L'école ? Ils t'ont déjà rayé des listes, pas d'adresse, pas d'élèves. » Elle agite un second document, une lettre administrative froissée, la déchire en deux, laisse les morceaux voltiger comme des confettis macabres. Aïcha ramasse un fragment au sol. Ses doigts tremblent, mais elle le plie soigneusement, le glisse dans sa poche. « Vous avez oublié quelque chose, madame. » Elle parle bas, chaque syllabe pesant 1 tonne. Les murs tombent, mais les souvenirs restent. Claire se redresse. Son talon écrase le fragment de papier. Le craquement résonne. Les souvenirs ne pessiment pas les factures. Elle tourne les talons, déjà en mouvement vers sa berline noire. Aïcha reste seule face à la grue. Le moteur rugit. La pelle s'abat encore, faisant voler une gerbe de briques rouges. Elle ne bouge pas. Ses lèvres de remue, imperceptibles. Une promesse, une malédiction. Dans la poche, le bout de papier froissé porte encore l'encre officielle, expulsion définitive. Aïcha le serre contre son cœur. Le papier pulse comme une seconde peau. Aïcha tourne le dos à la grue. Ses semelles nues raclent le gravier, chaque pas laissant une empreinte éphémère dans la poussière rouge. Elle ne court pas. Elle marche. Claire, déjà à mi-chemin de sa voiture, s'arrête net. Le claquement de ses talons se fige. Elle pivote. « Tu vas où comme ça ?» Sa voix claque, plus aiguë qu'elle ne le voudrait. Aïcha ne répond pas. Elle avance, le cartable battant contre sa hanche. Le tissu râpe sa peau. Elle serre les dents. Un agent de sécurité s'interpose, bras écartés. « Interdit de passer, gamine. » Il tend la main pour la repousser. Aïcha s'arrête. Ses yeux se posent sur la paume ouverte de l'homme. Elle ne recule pas. Elle pose sa propre main, petite, sale, sur la sienne. « Vous avez des enfants ?» Sa voix est un murmure, mais l'agent pâlit. Il retire sa main comme brûlée. Claire s'approche à grands pas. « Laissez-la. » Elle agrippe l'épaule d'Aïcha, ongles enfoncés dans le tissu usé. « Regarde-moi quand je te parle. » Aïcha lève les yeux, lentement. Ses pupilles, dilatées, absorbent la lumière crue du matin. « Vous avez peur, madame. » Les mots te tombent, lourds, précis. Claire resserre sa prise. Ses jointures blanchissent. Peur. De quoi? D'une gosse des cités? Aïcha ne scie pas. Peur que je revienne. Elle se dégage d'un mouvement fluide, laissant Claire avec une poignée de tissu déchiré. Elle reprend sa marche. Les bulldozers grondent derrière elle.
Un mur s'effondre dans un fracas de pierre et de verre. Aïcha ne se retourne pas. Ses épaules restent en ligne droite. Claire hurle. « Tu n'as nulle part où aller !» Aïcha s'arrête au coin de la rue. Elle sort de sa poche le fragment de lettre déchiré. Elle le déplie, le tient à bout de bras. Le vent le fait claquer comme un drapeau. Puis, elle le lâche. Le papier tourbillonne, s'élève, atterrit sur le capot de la berline de Claire. L'encre, expulsion, macule la peinture noire. Aïcha disparaît dans l'ombre d'une ruelle. Ses pas s'estompent, le silence tombe, plus lourd que le vacarme des machines. Claire fixe le bout de papier collé sur sa voiture. Ses doigts tremblent, elle l'arrache. Le papier se déchire encore. Claire écrase le fragment de papier dans son poing fermé, les fibres humides collant à sa paume moite, tandis que la berline démarre, en tremblant, les pneus crissant sur les gravats encore chauds. Le moteur rugit, mais le silence d'Aïcha résonne plus fort dans sa tête, un bourdonnement qui s'amplifie à chaque battement de cœur. Dans le rétroviseur, la silhouette minuscule de l'enfant s'éloigne, disparaît au détour d'une ruelle, et Claire sent une pointe glacée transpercer sa cage thoracique, là où l'orgueil d'habitude fait bouclier. Elle ouvre le poing, le papier déchiré porte encore l'empreinte de ses ongles, une croix rouge sang sur le mot « définitive ». Le chauffeur ralentit devant le portail électrique de la tour du Val, mais Claire aboie « Plus vite !» La voix rauque, les lèvres pincées, jusqu'à ce qu'elle blanchisse. L'ascenseur privé s'ouvre avec un chuintement métallique. Elle y pénètre seule, appuyant son front brûlant contre la paroi froide, les yeux clos, revoyant les pupilles d'obsidienne d'Aïcha, deux puits sans fond qui l'aspirent. Au 40e étage, elle traverse le couloir comme une furie, talons claquants, porte claquée derrière elle, avec assez de force pour faire vibrer les vitres, blindée. Son bureau est plongé dans une pénombre calculée. Elle allume une lampe halogène, la lumière crue, découpant son visage en angles durs. Sur le bureau, un dossier épais attend. Projet Sainte-Martin, clôture. Elle l'ouvre d'un geste brusque, les pages volent. Et là, glissée entre deux rapports d'expertise, une photographie jaunie tombe comme une lame. Fatou Diallo, sourire éclatant, badge Duval autour du cou, enceinte de 8 mois. Claire se fige, le cliché tremble dans ses doigts. Elle se souvient, la jeune femme sénégalaise, toujours polie, toujours en retard, toujours enceinte, toujours à supplier pour un arrêt maladie que Claire avait refusé d'un trait de stylo rouge. Rentabilité avant tout, avait-elle écrit en marge. Un frisson lui remonte l'échine. Elle retourne la photo. Au dos, une écriture fine, presque enfantine. Pour Louis, si un jour tu reviens, F. Le prénom la frappe comme un coup de poing. Louis de Montfort. L'ingénieur paralysé. L'accident de 2014. Le dossier qu'elle avait classé sans suite. Elle ouvre le tiroir sécurisé, doigt fébrile sur le clavier biométrique, et en extrait un deuxième cliché. Louis, debout sur le chantier, bras autour de Fatou, tous deux riant face à l'objectif. Derrière eux, la grue maudite, celle qui s'était effondrée. Claire laisse tomber les photos. Elles atterrissent côte à côte, formant un triangle parfait avec le fragment de lettre d'expulsion. 3 pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu assembler. Son téléphone vibre. Un message d'Antoine. « Démolition terminée ce soir. Tu viens signer ?» Elle fixe l'écran, puis les photos, puis le papier froissé. Ses mains tremblent. Pour la première fois depuis 20 ans, Claire Duval sent la peur lui mordre les entrailles. Claire bondit dans sa berline. Le moteur rugit avant même que la portière ne claque. Les pneus hurlent sur l'asphalte luisant, tandis qu'elle quitte la tour Duval sans un regard pour le gardien médusé. Le GPS clignote, Aix-en-Provence, 742 km, 7h30. Elle écrase l'accélérateur, la vitesse fait vibrer le volant entre ses paumes moites, les phares, découpant la nuit,
comme des lames. Sur l'autoroute A7, les panneaux défilent en rafales. Lyon, Valence, Orange. Chaque nom un coup de fouet dans sa nuque raide. Elle ne s'arrête pas, même quand la jauge d'essence clignote rouge. Elle serre les dents, les jointures de blanchi sur le cuir du volant, revoyant sans cesse les yeux d'Aïcha, deux charbons ardents plantés dans sa mémoire. À l'aube, la Provence se lève en lambeaux de brume rose, les cyprès dressés comme des sentinelles sur les collines. Et Claire ralentit enfin devant le portail en fer forgé de la Villa Montfort, les graviers crissant sous les pneus comme des os broyés. Elle descend, talons enfoncés dans la terre sèche, le tailleur froissé collé à sa peau par la sueur froide de la nuit. Un jardinier la dévisage, sécateur à la main, mais elle le bouscule sans un mot, traverse la cour en courant presque, ses pas résonnant sur les dalles brûlantes. La porte massive s'ouvre avant qu'elle ne frappe. Louis apparaît dans l'encadrement, silhouette massive dans son fauteuil roulant, barbe grise, regard d'acier trempé. « Claire Duval », gronde-t-il, la voix rauque comme du gravier, « vous osez fouler ma terre après avoir rasé la leur ». Il avance le fauteuil d'un coup sec, les roues mordant le marbre, bloquant le passage. Elle lève les mains, paumes ouvertes, tremblement trahissant sa cuirasse. Je sais où est Aïcha. Les mots jaillissent, écorchés, et Louis se fige, les muscles de sa mâchoire se contractant jusqu'à craquer. Il fait demi-tour brutal, le fauteuil pivote avec une violence qui fait grincer les essieux. Et Claire le suit à l'intérieur, ses talons claquant dans le silence monacal de la villa. Les couloirs sentent le cèdre et la poussière, les portraits d'ancêtres la toisent depuis les murs, mais elle ne voit que le dos large de Louis, les épaules voûtées par 10 ans de rage contenue. Dans le salon, Aïcha est là, assise en tailleur sur un tapis persan, un livre ouvert sur les genoux. Elle lève la tête, ses yeux s'écarquillent une fraction de seconde avant de se durcir. « Vous », souffle-t-elle, et le mot tombe comme une pierre dans l'eau stagnante. Claire s'agenouille, le parquet dur mord ses genoux à travers le tissu. Elle tend la main, paume vers le ciel. « Je viens réparer ». Sa voix se brise, mais elle ne détourne pas le regard, même quand les larmes brûlent ses paupières. Louis claque la porte derrière Claire, le battant tremble dans son cadre centenaire, et le silence retombe comme une dalle de plomb sur le salon, au volet mi-clos. Aïcha reste assise en tailleur, le livre fermé sur ses genoux, ses doigts d'eau noire crispés sur la couverture cartonnée, les jointures saillantes sous la peau tendue. Louis avance son fauteuil d'un coup de poignet brutal, les roues de grince sur le parquet ciré. Il s'arrête à 1 mètre de l'enfant, son ombre massive la recouvrant entièrement. « Tu dors ici depuis 3 nuits, » gronde-t-il, la voix rauque de sommeil interrompue. « Tu cuisines dans ma cuisine, tu ranges mes livres, tu me forces à manger tes soupes à l'eau trop salée. » Aïcha lève les yeux, 2 lames d'obsidienne plantées dans les siens, et elle répond sans ciller, « Parce que tu ne mangeais plus. » Le mot tombe, net, tranchant, et Louis ouvre la bouche pour répliquer, mais elle continue, la voix plus basse, plus lourde. « Ton corps oublie de vivre quand ton cœur oublie de battre. » Elle se lève d'un bond souple, le livre glisse au sol avec un bruit mat, elle traverse la pièce en 3 pas, s'agenouille devant le fauteuil, pose sa petite main sur le genou inerte de Louis. La chaleur traverse le tissu, brûlante, et il tressaille, les muscles de sa cuisse se contractant malgré lui. Dehors, le soleil de Provence frappe les volets, projette des barils de lumière sur le tapis, et Aïcha désigne la fenêtre d'un mouvement du menton. « Regarde !» Louis tourne la tête. Dans le jardin, un vieux citronnier ploie sous les fruits d'âme dorés, et sous ses branches, un groupe de réfugiés syriens, voisins de Saint-Martin évacués, partagent un repas sur une nappe à carreaux. « Ils dorment dans la grange depuis hier, » explique Aïcha, la voix calme. « Je leur ai donné les draps propres, les couvertures, le pain que tu refuses de toucher. »
Elle serre plus fort le genou de Louis, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. Tu as de la place, tu as de l'argent. Tu as des jambes qui ne marchent pas, mais tu as un cœur qui peut encore porter. Louis retire sa jambe d'un geste sec, le fauteuil recule d'1 mètre, les roues laissent claquant sur le parquet. Tu ne sais rien de moi. Sa voix tonne, mais Aïcha ne bronche pas. Elle se redresse, croise les bras, le défi du regard. Je sais que tu dessines encore les plans des maisons que tu ne construiras jamais. Elle désigne la table basse, un carnet ouvert, croquis précis d'immeubles modulaires, annotations serrées. Je sais que tu gardes la photo de maman dans le tiroir du bureau. Elle avance, pose la main sur le bois verni, et Louis blêmit, ses doigts se crispant sur les accoudoirs. Le silence s'étire, épais, jusqu'à ce qu'Aïcha murmure. « Je ne te demande pas de marcher, je te demande de te lever. » Claire reste agenouillée, le parquet mordant ses rotules à travers le tailleur froissé, ses mains ouvertes devant elle comme une supplique muette, tandis que Louis la fusille du regard, les veines saillantes sur ses tempes. Aïcha se tient entre le petit rempart noir et droit, ses pieds qu'aux nus plantés dans le tapis perçant, les orteils crispés sur les motifs floraux usés. Louis brise le silence d'un grondement. « Vous avez rasé Saint-Martin. » Il avance le fauteuil d'un coup sec. Les roues qui mordent le bois s'arrêtent à 10 centimètres des genoux de Claire. « Vous avez chassé ma fille. » Sa voix tonne, écorchée, et Claire tressaille, mais ne recule pas, ses paumes toujours offertes. « J'ai arrêté la démolition. » Lâche-t-elle, la gorge serrée, les mots râpant comme du gravier. « J'ai signé l'arrêt ce matin. » Elle sort de sa poche un document plié en 4, le déplie d'un geste tremblant, le pose sur le tapis entre eux. Le tampon rouge, suspendu, saigne sur le papier officiel. Aïcha s'agenouille à son tour, ses doigts effleurent d'Atchati le document, puis se pose sur la main de Claire, la chaleur de l'enfant traversant la peau froide de la femme d'affaires. « Vous avez peur, » murmure Aïcha, et Claire ferme les yeux. Une larme unique coule, trace une ligne saline sur la poudre de son maquillage. Louis attrape le document, le froisse dans son poing massif, le papier craque comme un os. Une signature ne ramène pas les murs. Il le jette au sol, les feuilles voltigent, retombent en pluie blanche. Ni les souvenirs. Claire ramasse une feuille, la lisse contre sa cuisse, ses ongles griffant le papier. Je sais où était le dossier 2014. Sa voix chute, plus basse, plus lourde. L'accident, la grue. Antoine a falsifié les plans. Elle lève les yeux, croise ceux de Louis, 2 glaciers qui se rencontrent. J'ai la preuve. Elle plonge la main dans son sac, en sort une clé USB noire, la pose sur le tapis comme une offrande. Louis la fixe, ses doigts se crispent sur les accoudoirs, les jointures blanchissent. Aïcha ramasse la clé, la serre dans son poing, puis la tend à Louis. « Ouvre-la, papa. » Louis hésite, le métal froid brûle sa paume, puis il branche la clé dans l'ordinateur portable posé sur la table basse. L'écran s'allume, des fichiers s'ouvrent, plan modifié, signature d'Antoine, rapport d'expertise falsifié. Il fait défiler, les yeux écarquillés, la respiration saccadée. Claire se redresse à demi, toujours à genoux. « Arrêtez, Antoine, je vous donne tout. » Sa voix tremble, mais elle tient le regard de Louis. « En échange, laissez-moi réparer. » Louis ferme l'ordinateur d'un coup sec. « Vous réparerez quand ma fille aura une maison. » Il désigne Aïcha du menton. « Et quand je marcherai à nouveau. » Antoine Duval surgit dans le bureau de Claire sans frapper. La porte claque contre le mur. Le verre blindé vibre comme une peau tendue. Et il brandit une tablette où s'affiche en rouge « Suspension immédiate ». Ses pupilles dilatées bouffent l'iris. La cravate desserrée pend comme une corde. « Tu as perdu la tête », gronde-t-il, la voix rauque d'alcool et de rage. Il jette la tablette sur le bureau. L'écran se fissure en étoiles.
Saint-Martin devait être rasé hier. Il avance, ses chaussures italiennes écrasent dans les éclats de verre, chaque pas un coup de marteau. Claire se lève d'un bond, le fauteuil recule violemment, heurte la bibliothèque, des dossiers tombent en avalanche. J'ai les preuves, Antoine. Elle ouvre le tiroir, en sort la clé USB, la brandit comme une arme. Les plans falsifiés, ta signature. Antoine arrache la clé, la broie dans son poing, le plastique craque, les fragments s'incrustent dans sa paume. Tu crois que ça change quelque chose? Il ricane, le son guttural, et se penche par-dessus le bureau, son souffle brûlant sur le visage de Claire. Le feu efface tout. Il sort son téléphone, tape un message rapide, l'écran clignote, confirmé, puis le range dans sa poche. Ce soir, Saint-Martin brûle. Il se redresse, ajuste sa cravate, le nœud serré comme un garrot. Et toi avec? Claire contourne le bureau. Ses talons claquent, elle agrippe le revers de sa veste, les doigts enfoncés dans le tissu hors de prix. Tu touches à un cheveu d'Aïcha, je te détruis. Sa voix tremble, mais ses yeux restent rivés aux siens, deux lames qui s'entrechoquent. Antoine se dégage d'un geste brutal, la repousse contre le bureau, le bois mord ses hanches. Tu n'as plus rien, Claire. Il se penche, murmure à son oreille. Papa t'avait prévenu, ne jamais mélanger famille et affaires. Il tourne les talons, traverse la pièce, la porte claque derrière lui, le silence retombe, plus lourd, plus menaçant. Claire reste figée, les mains crispées, sur le bord du bureau, les jointures blanches, le souffle court. Dehors, dans le couloir, Antoine compose un numéro. Allumez tout. Il raccroche, sourit, les dents serrées, et disparaît dans l'ascenseur. Louis pousse le fauteuil dans la nuit provençale, les roues mordent la terre sèche, la poussière s'élève en nuages ocre derrière lui, tandis qu'Aïcha court à ses côtés, sa main minuscule posée sur l'accoudoir, les doigts serrés comme une ancre. Claire suit dans la berline, phares éteints, le moteur ronronnant bas, les graviers claquant contre le châssis. Ils s'arrêteront devant la gare d'Aix. Le néon clignote, TGV 2247. Et Aïcha tire Louis vers le quai, ses pieds nus, frappant le béton froid. Marcel dort sous le banc numéro 7, souffle-t-elle, la voix étouffée par le vacarme des haut-parleurs. Louis repère le vieil homme, roulé en boule dans un carton déchiré, la barbe grise collée à la joue, une bouteille vide serrée contre sa poitrine. Il avance le fauteuil, les roues grincent, et Marcel sursaute, les yeux injectés de sang s'écarquillant. « Toi !» croasse-t-il, la voix brisée par l'alcool et les ans. Aïcha s'agenouille, pose la main sur l'épaule du vieillard, la chaleur traverse le tissu râpé. Raconte encore la grue. Marcel tremble, mais les mots sortent, hachés, précis. Antoine a payé. 50 000. J'ai vu le chèque. Claire descend de la voiture, talons claquant sur le quai. Elle sort son téléphone, filme en secret, l'écran capturant chaque syllabe, chaque geste. Louis attrape le bras de Marcel, les doigts enfoncés dans la peau flasque. Le nom de la banque. Marcel fouille sa poche, en sort un ticket froissé, une preuve jaunie par le temps. Ils remontent en voiture, le moteur rugit, les phares de balai sentent la route, et Aïcha déplie le ticket sur le tableau de bord. Les chiffres dansent sous la lumière bleue. Claire appelle son avocat, la voix ferme malgré la sueur sur son front. Tracez ce compte, ce soir. À Paris, l'aube pointe, il garabille devant la banque. Claire brandit le ticket, l'employé pâlit, les doigts volent sur le clavier, et l'écran affiche le virement. Antoine Duval, vers Marcel, date exacte de l'accident. Louis serre le poing, les jointures craquent, la rage monte, brûlante. Aïcha glisse sa main dans la sienne, la chaleur apaise la tempête. On a assez. Louis claque le dossier sur la table de la cuisine provençale, le bois centenaire gémit sous le choc, les pages s'éparpillent au manque comme des cartes d'un jeu maudit, et Aïcha se penche,
ses doigts d'eau noirs effleurant les bordereaux jaunis, les yeux écarquillés par la lumière crue de l'ampoule nue. Claire reste debout, adossée au mur de pierre, les bras croisés, la respiration courte, tandis que Marcel, assis sur une chaise bancale, tord ses mains calleuses, les veines saillantes comme des cordes. Le virement part de la société Écran Provence Construction, explique Claire, la voix basse contrôlée, elle désigne la ligne soulignée en rouge, mais l'adresse IP de validation mène au bureau d'Antoine, étage 42, tour Duval. Louis fait défiler l'écran, les dates coïncident, le jour exact où la grue s'est effondrée, le jour où Fatou a perdu la vie en essayant de le sauver. Aïcha attrape une photo glissée entre deux pages, Fatou enceinte, souriante, le ventre rond sous la combinaison de travail, et elle la pose sur la table, la retourne. Au dos, l'écriture de sa mère. Pour Louis, si tu reviens un jour. Louis se fige, la gorge nouée, les larmes montent, brûlantes, et il les écrase du dos de la main, les jointures blanchies. Marcel se lève, vacille, s'appuie sur la table, les doigts tremblants. Antoine m'a forcé à signer le faux rapport. Sa voix craque, chaque mot un caillou dans la gorge. Il a dit que si je parlais, ma famille en dormait sous les ponts. Il sort de sa poche un second document, plié en 8, le déplie avec peine. Un contrat de silence, signature d'Antoine, tampon Duval. Claire prend le papier, le lisse contre sa paume, les yeux plissés. C'est suffisant pour un mandat. Elle compose le numéro du procureur, le téléphone collé à l'oreille, la voix ferme malgré la sueur qui perle sur sa tempe. Louis attrape la main d'Aïcha, la serre, la chaleur de l'enfant traverse sa paume, et il murmure « Ta mère était morte à cause de lui ». Aïcha hoche la tête, les larmes roulent, silencieuses, et elle serre plus fort. Alors on le fait tomber. Antoine surgit dans la grange de Saint-Martin. Les flammes lèchent déjà les poutres centenaires. La fumée noire s'enroule comme des serpents autour des chevrons, et il traîne Aïcha par le bras, ses doigts enfoncés dans la peau fragile, les ongles laissant des marques rouges. L'enfant se débat, ses pieds nus raclent sur le sol de terre battu, mais il la plaque contre un pilier, attache ses poignets avec une corde rugueuse, les nœuds mordant la chair. « Tu as trop parlé, petite », gronde-t-il, la voix étouffée par le masque à gaz qu'il ajuste sur son visage, les yeux luisants derrière la visière. Les bidons d'essence vides roulent à ses pieds, le liquide inflammable suinte encore, imprègne l'air d'une odeur âcre. Il sort un briquet, la flamme danse, jaune, vorace. Louis force la porte de la grange, le fauteuil roule sur les gravats, les routes grincent, bloc bat sur une planche en feu, et il se redresse d'un coup, les jambes lui tremblantes, les muscles tétanisés par 10 ans d'immobilité, mais il avance, un pas, 2, la sueur coule sur son front, mélange de fumée et de rage. Antoine pivote, le briquet toujours allumé, la flamme vacille entre tes œufs. Tu ne marches plus, Louis. Il ricane, avance la main, la flamme effleure le tissu de la chemise de Louis, le coton noircit, une odeur de brûlé monte. Louis attrape le poignet d'Antoine, tord, le briquet tombe, roule dans la paille sèche, et les flammes jaillissent, mais hautes, voraces. Aïcha tire sur les cordes, les fibres coupent ses poignets, le sang perle, mais elle hurle. Papa, oui, se jette en avant, les genoux plinent, il rampe, les mains brûlées de par les braises, atteint l'enfant, défait les nœuds d'un geste fébrile, les doigts glissant de sueur et de sang. Antoine recule, trébuche sur un bidon, le métal résonne, et il sort un couteau, la lame brille dans la lumière orangée. Vous ne sortirez pas vivant. Il avance, la pointe dirigée vers la gorge de Louis. Claire surgit par la porte latérale, un extincteur à la main, elle actionne la poignée, la mousse blanche gicle, frappe Antoine en pleine figure. Il tousse, aveuglé. Le couteau tombe, claque sur le sol. Louis attrape Aïcha, la soulève contre sa poitrine et titube vers la sortie,
les jambes flageolantes, chaque pas un combat contre la gravité et la fumée. Louis s'effondre contre le mur extérieur, Aïcha serrée contre sa poitrine, les poumons en feu, la fumée noire s'échappant par la porte béante derrière eux, tandis que Claire traîne Antoine au sol, le genou appuyé sur sa nuque, l'extincteur vide roulant dans la poussière. Les flammes rugissent, dévorent sur la charpente, les poutres craquent, s'effondrent en gerbes d'étincelles, et Antoine tousse, crache la mousse blanche, les yeux injectés de sang. Claire fouille les poches du frère, ses doigts, tremblants, trouvent un téléphone, l'écran fissuré s'allume, un message clignote, incendie validé, 500 000 eaux virées. Elle le brandit, la lumière bleue éclaire son visage couvert de suie. Preuve finale. Louis hoche la tête, la gorge râpeuse, et désigne la grange d'un geste. Le coffre, sous le plancher. Aïcha se dégage, court vers l'entrée, les pierres nues foulant les braises, elle soulève une planche calcinée, révèle un coffre métallique, les charnières de rouillé se grincent quand elle l'ouvre, et elle en sort un dossier épais, les pages noircies mais intactes. Claire accourt, arrache le dossier, les doigts d'eau noircis par la suie, et le serre contre sa poitrine comme un bouclier. Antoine se redresse à demi, rampe, tente de saisir la cheville de Claire, mais Louis avance d'un pas chancelant, pose le pied sur son poignet. L'os craque sous la pression, et Antoine hurle, le son étouffé par le masque de fumée. Plus jamais. Louis parle bas, la voix rauque, mais chaque syllabe pèse une tonne. Claire ouvre le dossier, les pages volent, contrat signé, plan falsifié, correspondance entre Antoine et l'assureur, tout y est. Daté, tamponné, irréfutable. Elle photographie chaque feuille avec le téléphone, les flashs bleus découpant la nuit, tandis que les sirènes hurlent au loin, les gyrophares rouges balayant les façades effondrées. Aïcha revient, traîne une échelle branlante, la pose contre le mur, grimpe, arrache une caméra de sécurité fixée sous l'avant-toit, la carte mémoire encore chaude dans sa paume. Tout est filmé. Elle descend, tend la carte à Claire, les yeux brillants dans la lumière des flammes. Louis s'appuie au mur, les jambes tremblantes, mais il tient debout, les muscles tétanisés par l'effort, la sueur coulant sur ses tempes. Claire range téléphone et carte dans sa poche, referme le dossier, le serre contre elle. On a tout. Claire pousse la porte vitrée de France 3, le dossier serré contre sa poitrine, les talons claquant sur le marbre du hall, tandis que Louis suit en titubant, chaque pas arraché à 10 ans d'immobilité, Aïcha courant devant, sa main minuscule, tirant la manche de son père. Les caméras pivotent, les projecteurs s'allument, la présentatrice écarte les yeux, mais Claire avance, pose le dossier sur le bureau. Les pages s'étalent sous les spots brûlants. « Diffusion immédiate !» ordonne-t-elle, la voix tranchante, et le réalisateur pâlit, les doigts d'honte volent sur la console, l'écran géant s'allume, les images de la grange en feu envahissent le plateau. Antoine apparaît menotté, traîné par 2 gendarmes, le visage noir de suie, les yeux fous, et il hurle « C'est elle !» en désignant Claire. Louis s'avance, les jambes tremblantes, mais il tient debout, pose les mains sur le bureau, les jointures blanchies. Voici les plans falsifiés. Il ouvre le dossier, les documents volent, les caméras zooment, les signatures d'Antoine brûlent l'écran. Aïcha grimpe sur une chaise, brandit la carte mémoire, la glisse dans le lecteur, et la vidéo démarre. Antoine versant l'essence, allumant le briquet, chaque geste capturé en haute définition. Le plateau explose en murmures, les journalistes se lèvent, les flashs crépitent, et Claire prend le micro, la voix ferme malgré la sueur sur sa tempe. Société Duval a sacrifié des vies pour des profits. Elle désigne Antoine, les menottes cliquetant. Mon frère a tué Fatou Diallo. Louis attrape la main d'Aïcha, la serre, et parle dans le micro, la voix rauque.
Ma fille m'a fait remarcher. Il fait un pas, puis un autre, les caméras suivent, le public retient son souffle, et il s'arrête devant Antoine, le regarde dans les yeux. Tu as brûlé notre maison. Maintenant, tu brûleras en prison. Les écrans géants diffusent les preuves en boucle, les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags e-justice pour Fatou, Lyon Duval criminel explose et la présentatrice annonce en direct « Mandat d'arrêt immédiat ». Les gendarmes traînent Antoine hors du plateau, ses cris étouffés par les portes blindées. Claire s'effondre sur une chaise, les larmes roulent, silencieuses, tandis que Louis soulève Aïcha, la tient contre sa poitrine, et murmure « C'est fini ». Antoine se tient debout dans le box des accusés, les menottes mordant ses poignets, le costume froissé collé à sa peau moite, tandis que le juge Martins abat son marteau, le son résonnant comme un glas dans la salle d'audience bondée. Les écrans diffusent en boucle la vidéo de l'incendie, les flammes dansant sur les visages des jurés, et Antoine baisse la tête, les épaules voûtées, la sueur perlant sur sa nuque. Claire témoigne depuis la barre, la voix ferme, les mains crispées, sur la rampe de bois poli. Mon frère a ordonné l'incendie pour effacer les preuves. Elle désigne le dossier ouvert, les plans falsifiés, les virements, chaque page projetée sur grand écran, et le procureur hoche la tête, les lunettes glissant sur son nez. Louis avance dans l'allée centrale, chaque pas plus assuré, les cannes canadiennes claquant sur le marbre, et il s'arrête devant le box, fixe Antoine dans les yeux. « Tu as tué Fatou ». Sa voix tonne, claire, et Antoine tressaille, les menottes cliquetant. Aïcha suit, sa main dans celle de son père, et elle lève la carte mémoire, la brandit comme un trophée. Tout est là. Le juge lit le verdict, la voix grave. 12 ans de prison ferme, confiscation des biens, interdiction définitive d'exercer. Le marteau retombe, le son final, et Antoine s'effondre, les gendarmes le relèvent, le traînent hors de la salle, ses cris étouffés par les portes blindées. Claire signe les documents de destitution, sa plume grattant le papier, le stylo tremblant légèrement, et elle cède sa place de PDG, les actionnaires applaudissant sobrement. Saint-Martin est classé patrimoine protégé, les bulldozers arrêtés, les familles relogées dans des appartements neufs financés par la confiscation. Louis serre Aïcha contre lui, les larmes roulent, silencieuses, et il murmure « Justice pour ta mère ». Claire pose la première pierre de la fondation Fatou Diallo, le ciment frais collant à ses gants de cuir, tandis que les caméras clignotent. Les journalistes se pressentent autour du terrain vague de Saint-Martin, désormais débarrassé des gravats. Louis coupe le ruban rouge, les ciseaux mordant le tissu, et Aïcha tient la plaque de marbre, ses doigts d'arrêt noirs crispés sur les lettres gravées. Pour celles et ceux que l'on n'a pas su protéger. Les travaux commencent, les grumes neuves s'élèvent, les ouvriers en casque jaune posent les fondations d'immeubles modulaires, les plans dessinés par Louis lui-même, chaque appartement équipé pour les personnes à mobilité réduite. Claire signe chèque après chèque, les millions confisqués à Antoine financent comme les matériaux, les salaires, les formations, et elle annonce à voix haute 500 logements sociaux en 2 ans. Aïcha guide les enfants du quartier, sa voix claire résonnant dans le chantier, elle montre les croquis des futurs jardins suspendus, les aires de jeux accessibles, et les familles applaudissent, les mères essuyant leurs larmes avec des mouchoirs froissés. Louis supervise la construction d'un centre de rééducation, les kinésithérapeutes déjà recrutés, les tables de massage alignées sous les néons neufs, et il teste lui-même les barres parallèles, chaque pas plus ferme, les muscles retrouvant leur mémoire. Claire crée un fonds de bourse, les dossiers s'empilent sur son bureau, les candidatures d'enfants d'ouvriers, de réfugiés, de mères célibataires, et elle valide chaque demande, le stylo grattant le papier jusqu'à l'aube. La fondation ouvre une clinique mobile,
le camion blanc sillonne les banlieues, les médecins bénévoles soignent les accidentés du travail, les radios gratuites, les prothèses offertes. Louis forme les premiers kinés, ses mains expertes guidant les patients, les corps brisés réapprenant la verticalité, et il murmure à chacun « Le premier pas commence dans la tête ». Aïcha anime les ateliers d'écriture, les enfants racontent leurs histoires, les mots couchés sur des cahiers neufs, et les récits deviennent un livre, vendu au profit de la fondation. Claire plante un citronnier au centre du jardin communautaire, la terre noire collant à ses ongles, et elle arrose l'arbre naissant, l'eau coulant claire sur les racines. 5 ans plus tard, Louis marche sans canne sur l'esplanade de Saint-Martin rénovée. Le soleil de juin chauffe le marbre neuf, et il s'arrête devant la statue de Fatou Diallo, bronze poli où l'enfant Aïcha, 13 ans, dépose un bouquet de citronniers frais, les pétales blancs contrastant avec sa peau d'ébène. Les habitants applaudissent, les familles installées dans les immeubles aux balcons fleuris, les enfants courant entre les fontaines, et Claire, tailleur impeccable, coupe le ruban d'inauguration du centre Fatou Diallo, les ciseaux mordant le satin rouge. Aïcha monte sur l'estrade, sa voix claire résonne dans les haut-parleurs. Ma mère croyait que l'amour rebâtit les murs. Elle désigne les immeubles, les jardins suspendus, les panneaux solaires, scintillant sous le ciel provençal, et la foule scande son prénom, les larmes roulant sur les joues des anciens expulsés. Louis la rejoint, pose la main sur son épaule, les doigts tremblants d'émotion, et il parle, la voix grave. Une petite fille m'a appris que marcher commence par se lever pour quelqu'un. Les écrans géants diffusent les images du passé, la grange en feu, les preuves, le verdict, puis le présent, les logements neufs, les enfants jouant, les kinés aidant les accidentés à faire leur premier saut pas. Claire annonce la 1000e visite à la clinique mobile, les chiffres défilant en lettres dorées, et elle signe le transfert de la fondation à Aïcha, future étudiante en médecine, le stylo grattant le parchemin officiel. La foule entonne un chant sénégalais, les voix montent, puissantes, et Louis prend la main de Claire, la serre, un geste de pardon scellé dans la chaleur de l'après-midi. Aïcha descend de l'estrade, court vers eux deux, les enlace et murmure. On a reconstruit plus que des maisons. Le soir, sur la terrasse de la villa provençale, Louis, Claire et Aïcha regardent le soleil couler derrière les cyprès, les verres de citronnade tintants, et Louis lève le sien. Aucun miracle qui naissent quand une enfant refuse d'abandonner. Aïcha sourit, les yeux brillants, et aux adultes qui apprennent à écouter. La fondation Fatou Diallo s'étend désormais sur 3 régions. Les centres de rééducation accueillent des milliers, les bourses financent des rêves, et Saint-Martin vibre d'une vie nouvelle, où chaque pierre porte la mémoire de Fatou et la promesse d'Aïcha. Cette histoire nous rappelle que le véritable miracle ne tombe pas du ciel, mais naît du cœur d'une enfant qui croit en vous quand vous avez tout oublié. L'amour, la justice, la force de se relever. Partagez dans les commentaires. Quel petit geste de foi a changé votre vie? Ou quelle injustice vous donne encore envie de marcher? Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui transforme.